Bienvenue sur Mon Quotidien TV, je reçois Gérard Prudhomme, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va, merci. En pleine forme? Très bien, merci pour votre invitation. Mais écoutez, c'est un grand plaisir de vous recevoir ici même. J'ai tellement de questions, je ne sais même pas par où commencer. Par le début, c'est mieux. Par le début? Alors le début, c'est tout simple. Qui est ce personnage en face de moi, tellement connu dans le 93? Oh, écoutez, c'est gentil de dire tellement connu. Disons que je suis un élu du 93, puisque j'ai été élu pour la première fois au conseil municipal de Livry-Gargan en 1983. J'ai terminé mon mandat à la fin du mandat du précédent conseil municipal et j'ai été élu en 2015 au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis où je préside un groupe qui s'appelle le groupe Agir pour la Seine-Saint-Denis. La transition entre la mairie et le conseil? Ça s'est très bien fait, je dirais, dans le bon sens. Oui. Les actions sont les mêmes, les emplois du temps plus chargés, moins chargés? Les actions sont à peu près les mêmes, sauf que par exemple, lorsque l'on vote budget, il y a un peu plus de zéro pour le budget de la Seine-Saint-Denis. Par exemple, pour donner une idée de grandeur, le budget de la ville de Livry-Gargan est de l'ordre de 80 millions d'euros et celui du département de 2,3 milliards. Oui. Donc, c'est pas le même environnement, si je vous dis le fond de ma pensée. Du fait de notre mode d'élection au conseil départemental, personne n'a rien à prouver à l'autre, puisqu'on a été élus chacun dans notre coin. Donc, ce n'est pas forcément le cas dans les conseils municipaux avec un scrutin de liste. Tout à fait. Alors, demain, moi, je me mets à la place du chauffeur de M. Prudhomme. Oui, j'ai pas de chauffeur. Alors, vous aurez un chauffeur à partir de demain. Quelle est la journée idéale, la journée typique pour un personnage comme vous aujourd'hui? Oh, je ne suis pas un personnage déjà. Voilà. Je me lève comme tout le monde le matin. Je fais ce que tout le monde fait le matin. Et puis je vais à mon lieu de rendez-vous, qui peut varier selon les jours, comme tout un chacun. Du moins tout un chacun parmi les élus, parce que quelqu'un qui travaille à l'usine ou dans un bureau, du lundi au vendredi, généralement c'est la même chose. Pour moi, sur le chemin de mon endroit de rendez-vous, je m'arrête généralement dans un café pour prendre un petit noir. Et puis j'écoute ce qu'on peut dire. Alors il y a des endroits où effectivement quand c'est à Livry-Gargan, je suis connu, je discute avec les uns, avec les autres, je recueille leurs impressions sur diverses choses, que ce soit sur le plan local ou sur le plan national. Et puis si je m'arrête chemin faisant pour prendre un petit noir avant d'aller à mon rendez-vous, je me contente d'écouter. C'est très important pour vous le contact avec le peuple? Oh, je ne veux pas dire le peuple, ça fait condescendant. On va dire avec les gens. Oui, avec les gens. Oui, c'est important parce que même s'il y a lieu de corriger ce qu'on peut dire, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup, je vais dire ce que je pense, on entend beaucoup d'énormités. Oui. Si on veut être moins critique, on va dire, on entend beaucoup de contre-vérités. Donc ça peut justement être utile pour qu'ensuite, dans le cadre de notre communication politique, de rectifier un peu les choses. Pourquoi j'ai utilisé le mot peuple? Parce que j'ai l'impression aujourd'hui, autour de moi, que beaucoup de gens qui se sentent donc faisant partie de ce peuple n'est pas écoutés par les hommes politiques. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les instances politiques sont bien à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain, et vous en êtes l'exemple puisque vous prenez encore votre café avec les citoyens de votre ville, mais est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est le même cas pour tout le monde? Est-ce qu'on ne retombe pas dans cette un petit peu fantaisie de ne plus savoir le prix du pain au chocolat? Oui, mais alors ça, les cas que vous citez, ce sont des exceptions. Ce sont les hommes politiques ou les femmes politiques qui sont arrivés à un certain niveau. Mais si on retourne à la base, par exemple, vous voyez dans les députés, les sénateurs, sauf pour les élus de la région Île-de-France, tout le monde retourne dans sa circonscription ou dans son département en fin de semaine. J'ai habité Nantes pendant un certain temps. Je peux vous dire qu'il y a certains trains qui étaient connus pour être le train des parlementaires et des élus. Bien. Donc, lorsqu'on est dans le TGV, on entend les gens parler. On peut aller à la voiture-bar aussi. C'est un bar qui bouge. Mais évidemment, vous vous en tenez compte de toutes ces discussions que vous entendez autour de vous?
On tient compte quand ce sont des choses vraies, des incompréhensions. Quand ce sont des énormités, par exemple qu'un ministre, une fois qu'il n'est plus ministre, il continue à toucher son salaire jusqu'à la mort, sont des choses qui relèvent à mon avis du fantasme et qu'il faut corriger. Et je pense que parce qu'on ne l'a pas assez corrigé, qu'on a trop dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, qu'on en est peut-être arrivé à la situation que vous décriviez tout à l'heure, en ce sens que beaucoup de nos concitoyens n'ont plus confiance en la politique. Ils ont peut-être fait aussi ce qu'il fallait, les politiciens, pendant un moment, en se retirant du terrain, en essayant de rester dans leur tour d'ivoire, sans tenir compte exactement des revendications du terrain. On a vu ça, par exemple, avec les Gilets jaunes, même si on était pour ou contre, ça c'est après une autre discussion. Mais j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, les hommes de terrain, les députés, les sénateurs, sont beaucoup plus près des gens que les instances ministérielles et autres. Oui, je vais vous dire déjà, c'est bien normal, parce que vous soyez député ou sénateur, c'est que vous êtes élu d'un territoire. Donc la moindre des choses, c'est de temps en temps reprendre contact avec le territoire et d'aller à la rencontre des gens qui vous ont élu, ou même s'ils ne vous ont pas élu, qui vous éliront peut-être la prochaine fois. Être ministre, c'est tout à fait autre chose, ou être président de la République. Ça implique un emploi du temps très chargé, un certain nombre de contraintes, que ce soit réunion, par exemple pour un ministre, il y a les conseils européens à Bruxelles, il faut y aller. Il y a un homme politique célèbre qui a construit sa popularité par sa pugnacité dans les conseils européens à Bruxelles, c'est Jacques Chirac quand il était ministre de l'Agriculture. Bien, donc on ne peut pas comparer les deux, mais un ministre sera forcément toujours un ministre avec la pompe qu'implique le pouvoir. Même parfois malgré lui, puisque, alors là c'est pas le cas d'un ministre, mais je reviens à Jacques Chirac, si vous vous souvenez de son voyage, je crois que c'était à Jérusalem, avec sa fameuse phrase « Go where will take my plane ». Voilà, parce que effectivement les services de sécurité l'entourent, et quand vous êtes entouré, vous voyez ce qui s'est passé avec l'élection du président Biden, aussitôt, lorsqu'il semble que l'élection va être acquise, aussitôt le service de sécurité, c'est-à-dire la protection, et la protection c'est effectivement pour la sécurité physique, mais aussi c'est une sorte de barrage avec le contact avec la population. Le matin, vous êtes plutôt radio, journal ? Radio. Radio ? Radio en préférence ? Oui, parce que chez ma grand-mère, on écoutait Radio Luxembourg. Alors moi, comme j'aimais beaucoup ma grand-mère, je continue à écouter RTL. Et je pense qu'on a quelque chose en commun sur RTL. Oui, je crois voir. Allez, c'est Laurent Gérard. Exactement. J'aime beaucoup Laurent Gérard, je vais vous dire pourquoi. Parce que Laurent Gérard parodie tout un tas de personnes, que ce soit du monde politique, mais il n'y a pas que du monde politique. Je pense par exemple à Céline Dion, entre autres, qui n'appartient pas au monde politique. Mais ce qu'il dit, c'est parfois incisif, mais jamais méchant. Oui, donc, il le revendique d'ailleurs. Voilà, c'est ce que j'apprécie chez lui. Vous avez par exemple, on va revenir un peu aux hommes politiques. Je crois qu'un de ses sujets favoris, j'allais dire cette tête de Turc favori, c'est Jack Lang. Et effectivement, il met en évidence les travers de personnalité de Jack Lang. Et Jack Lang a eu l'intelligence de bien le prendre. Oui. Voilà. Il me semble l'avoir vu dans une émission qui devait célébrer les 25 ans, je ne sais plus le nombre d'années, parce qu'on a l'impression qu'il a toujours été là, Laurent Gérard. Mais à l'occasion d'une de ces émissions, Jack Lang a apporté un témoignage qui était plutôt un témoignage sympathique, ce qui est une preuve d'intelligence de sa part. Oui, puis c'est quelqu'un qui n'a pas la grosse tête, qui se met justement à la portée de tout le monde. Qui Jack Lang ou... Les deux, je pense. Pour Jack Lang, j'allais vous dire, ça dépend de son brushing. Pour la grosse tête. Oui, mais alors vous savez qu'en ce moment, vous faites bien d'en parler, vous savez qu'il ne peut pas faire de brushing en ce moment. Alors moi j'ai une question à vous poser. Là je m'adresse carrément à la personnalité politique. Nous sommes en plein confinement. Il y a des choses essentielles, il y a des choses qui sont essentielles. Et je m'aperçois que tous les hommes politiques sont bien coiffés sur les plateaux, alors que les coiffeurs à domicile sont interdits. Peut-être, mais ils ne sont peut-être pas interdits dans les studios de radio ou de télévision, en l'occurrence, puisqu'on les voit.
C'est bien la question que je me pose. Voilà. Et j'arrive à la question suivante. Quel est votre avis aujourd'hui sur ce confinement ? Écoutez, vous ne m'avez pas dit les questions que vous alliez me poser, mais c'est une question qui revient souvent et on va dire que je l'avais un peu anticipée. Si on regarde la situation actuelle, qui est pour les gens comme moi, qui sont nés, de la génération de l'après-guerre et toutes les générations qui ont suivi, c'est la première fois que notre société est confrontée à une crise inédite de cette ampleur. Parce que chacun a ses petits soucis, mais jamais sur le plan collectif il y avait eu une crise d'une telle ampleur. Et ça a fait toucher du doigt, peut-être, ce que certains n'avaient pas perçu par rapport à nos parents et à nos grands-parents, eh bien c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors moi, vous savez, j'ai fait toute ma vie professionnelle dans le monde de l'assurance et notamment dans la gestion de sinistres, où on recherche les causes et on est confronté à une situation. Les causes, elles sont connues, c'est un virus qui circule, c'est un virus qui n'était pas connu et il n'y a qu'à voir comment les différentes écoles qui s'affrontent dans le monde de la médecine pour se rendre compte que c'est pas évident. Bien. C'est pas un sujet qui est propre à la France. C'est un sujet qui est mondial. D'ailleurs, on vient de vivre une élection aux États-Unis et chacun s'accorde à dire que la gestion de la crise Covid-19 par le président sortant Trump n'a pas été forcément un bon point pour lui dans la campagne électorale. Grosso modo, sauf le cas des États-Unis, grosso modo, pour rester dans l'Europe, tous les pays d'Europe ont adopté les mêmes solutions. Oui. Confinement, port du masque, certains couvre-feu, et puis on ne peut pas forcément généraliser parce que, au moins, précisément avec les vagues successives, on s'est aperçu que le virus ne circulait pas forcément de la même manière à un instant T. Donc chacun adopte la situation. Vous savez, vous ne m'avez pas posé la question, mais il y a une question qu'on pose souvent à un élu, ou qu'on m'a souvent posée, je ne sais pas si on la pose à tout le monde, qu'est-ce qui est le plus difficile quand vous exercez un mandat public ? Eh bien, je vais vous dire, c'est de concilier l'intérêt général avec les intérêts particuliers. Et si vous êtes honnête, c'est un exercice très difficile. En l'occurrence, pour répondre alors à votre question concernant le confinement, je pense que l'intérêt général doit l'emporter sur les intérêts particuliers. J'ai regardé il n'y a pas longtemps le ministre des Finances, Bruno Le Maire, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus exactement, je sais qu'il s'appelle Le Maire, mais son prénom, je ne sais pas. Je ne pas non plus. Voilà, je ne sais pas très bien. Qui a annoncé quand même un certain nombre de mesures où l'État va fortement s'impliquer pour essayer justement de colmater les dommages collatéraux de cette crise. Et il est évident que cette crise va avoir un certain nombre de conséquences sociales et donc humaines très importantes. Mais je pense quand même que la nécessité de préserver la santé de nos concitoyens doit l'emporter sur tout le reste, parce que lorsque la santé est compromise, lorsqu'il y a malheureusement issue fatale, on ne peut pas revenir en arrière. Mais est-ce que cette santé ne pouvait pas être mise en avant et travaillée de la même façon si on avait laissé par exemple les petits commerces ouverts avec une réglementation plus pointue ? Parce que là finalement on passe à la santé et on oublie le côté économique du pays. Oui, mais là aussi, si vous voulez, quand on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, santé c'est intérêt général, intérêt économique, on tombe dans les intérêts particuliers. Oui. Donc, à un moment donné, vous savez, on dit gouverner, c'est prévoir, mais gouverner, c'est aussi faire des choix à des moments donnés. Alors, lorsqu'on est dans l'opposition, et j'en parle savamment parce que j'ai été dans mon conseil municipal à Livry-Gargan 27 ans dans l'opposition. C'est facile d'être dans l'opposition. Il n'y a qu'à critiquer, il faudrait que, il n'y a qu'à, etc., etc.
Et quand on est à des postes de décision, et surtout dans un cas comme cette crise de la Covid-19, qui est arrivée, que, encore une fois j'insiste, que personne ne connaissait vraiment, avec les conséquences que ça peut avoir, il a fallu gérer bien. Alors, il y a des commissions d'enquête parlementaires. L'avenir nous dira si effectivement il y a eu des erreurs de commises, comme il y avait eu des erreurs de commises en 2003 lorsqu'il y a eu la canicule. Bon, il y a un ministre d'une ville, on a un peu discuté, qui était élu de Marseille, qui s'appelait Mattei. Bien, sa carrière politique s'est arrêtée là, avec la canicule. Bien. Donc, encore une fois, pour le moment, gérons. Et moi, il y a une question que vous n'avez pas posée, mais que je vais y répondre quand même. Je ne suis absolument pas d'accord avec la position que certains maires ont prise, en toute connaissance de cause, de prendre des arrêtés pour autoriser sur le territoire de leur commune l'ouverture des magasins de proximité. Ils savent très bien qu'on est en pleine illégalité. Moi, j'appelle ça du clientélisme. Et je dis même que c'est quelque chose de dangereux, parce que vous savez, je suis juriste de formation et je sais que la formation de la règle de droit tient beaucoup au précédent ou à la jurisprudence. Il ne faudra pas que dans 5-6 mois, 1 an, ces maires viennent pleurnicher parce que des gens sur leur territoire refuseront d'obtempérer à un permis de construire refusé ou à un sens interdit qui a été mis en place parce que ça contrarie, il faut faire un détour pour rentrer chez soi. Et plus généralement, quand on se plaint, à force d'interviews ou de déclarations, à la perte d'autorité, comment voulez-vous que des gens qui ont du mal à se retrouver dans les principes d'autorité puissent considérer comme normal qu'un maire, dans une commune qui normalement incarne l'autorité, se mette en marge de la légalité? C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Voire impossible même. Oui, c'était à mon avis, c'est impossible et c'est pas, encore une fois, c'est pas se rendre service à eux-mêmes parce que je vous ai pris l'exemple, un maire dans un certain nombre de décisions qu'il a à prendre dans une commune, il les prend puisqu'il est détenteur du pouvoir de police administrative, il prend ses décisions par arrêté. Vous n'avez pas quand même le sentiment que ces prises de position qu'on retrouve aujourd'hui sur le terrain, qui font énormément débat, mais par exemple avec la fermeture des petits commerces, l'interdiction aux grandes surfaces de vendre certains produits et ouvrir en grand la porte de la vente sur Internet, pour ne pas les citer aux gens de chez Amazon, ça risque d'être à double tranchant et que demain, nos centres de ville continuent à se voir complètement vidés des magasins plutôt, parce que les gens vont prendre l'habitude de commander sur Internet et que nos petits commerçants vont rester à se tourner les pouces. Alors écoutez, on va se dire la vérité. Je pense que le commerce de centre-ville ou le commerce de proximité n'a pas eu besoin de la Covid-19 pour être en perte de vitesse. C'est là aussi. Les mêmes maires, pas forcément les mêmes, mais enfin, disons des maires qui aujourd'hui grimpent au rideau devant effectivement les dommages et les préjudices que la fermeture des magasins de proximité va causer, sont les mêmes qui ont donné des autorisations pour la construction de grandes surfaces en périphérie des villes. Ce sont les mêmes aussi, pour certains, qui nous bassinent, pardonnez-moi l'expression, c'est pas forcément que les maires, mais des élus, mais qui nous bassinent avec l'urgence climatique, mais qui se plaignent que le chômage ne se porte pas bien, et qui veulent qu'on arrête le tout automobile. Moi, je veux bien, tout ça, c'est un point de vue sur le papier. Mais écoutez, je crois que le studio où nous sommes ici est situé dans une zone, au milieu d'une zone commerciale. Si demain, il n'y a plus que le vélo pour circuler,
que deviennent les magasins qui sont autour de nous et les employés qui y travaillent. Tout à fait, plus rien du tout, c'est le cas de le dire. Et c'est bien un des problèmes de l'avenir. Nous, on a la chance ici d'être donc sur le cœur du Val d'Europe, donc de Marne-la-Vallée. Je pense aux régions un petit peu plus excentrées qui sont en pleine campagne. C'est vrai qu'eux ont peut-être plus de mal à ne plus avoir ces petits commerces de proximité quand ils sont déjà à 30-40 km d'une grande surface et qui de toute façon n'avaient pas le droit non plus de vendre certains produits. Je vais vous donner un exemple, on en discutait tout à l'heure avant de rentrer sur le plateau. J'avais besoin d'une cartouche d'encre. Aujourd'hui, ce n'est pas essentiel une cartouche d'encre. Alors là, on tombe dans mais un ça peut être une paire de chaussures, ça peut être... On tombe dans un débat philosophique. On pourrait donner le sujet au bac en 2021. Qu'est-ce qui est essentiel? Exact, c'est là où je voulais vous amener. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Et je vais vous dire, vous avez peut-être des choses pour vous, c'est essentiel. Pour moi, ça l'est moins. Prenez, on ne va pas prendre des exemples, mais moi je pense que quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose dont on a besoin au quotidien pour vivre. Manger, boire, se laver. On est bien d'accord. Si on a des animaux domestiques, les nourrir également. Bon, si on sait pas, on n'a pas acheté de chaussettes, de t-shirts, même de livres. Petite question, une journée bien remplie comme vous avez actuellement, le week-end, pour déstresser en 2 mots. Vous savez, les élus, c'est pas forcément le week-end qui déstresse, parce que souvent il y a des obligations de terrain. Donc je vais pas non plus me faire passer pour un martyr et faire passer tous les élus pour des martyrs. Disons que les week-ends, ça existe quand même. Moi, j'aime bien les repas avec famille. Vous savez, mes enfants sont grands, ils sont pas forcément près de moi. Donc mais ça, c'est le monde moderne aussi. Auparavant, tout le monde vivait dans le même quartier. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, d'autant plus que j'ai un de mes fils qui est fonctionnaire territorial. Donc, bon, voilà. Donc, moi, j'aime bien passer le week-end avec des amis. Je croyais que vous alliez me parler des week-ends au bord de la mer parce que vous êtes nantais. Donc, j'ai une question avant d'arriver à la fin de ce petit débat. Le Vendée Globe, pour vous, c'est quoi? Écoutez, déjà, vous êtes mal informé, je ne suis pas nantais. Ah, vous avez habité Nantes? J'ai habité Nantes. Je suis allé quelques années pour des raisons professionnelles. Et même après, quand cette expérience professionnelle s'est terminée, ça a duré encore quelques années parce que mes enfants s'étaient bien acclimatés. Pour le Vendée Globe, pour moi, c'est les Sables d'Olonne. Et les Sables d'Olonne, il y a un lien sentimental qui me lie aux Sables d'Olonne parce que c'est là que j'ai vu pour la première fois la mer. Ah, bien donc, alors. Le chenal, je le revois, le chenal d'où partent les bateaux. Bien triste cette année. Ah oui, mais enfin comme partout. Mais bon, par obligation. Hein. Par obligation. D'accord. Et ça ne vous donne pas envie de partir comme ça en solitaire Non, moi j'aime beaucoup les bateaux, mais j'aime bien les paquebots de croisière. D'accord. Dernière question. Êtes-vous d'accord ou pas pour que cette interview soit retransmise sur notre chaîne YouTube? Bien sûr, sinon je ne serais pas venu parce que j'ai horreur de faire perdre leur temps aux gens. Et puis, vous savez, moi j'ai toujours conçu mon action politique comme étant une action publique. Quand on nous donne que de temps en temps dire ce que l'on pense sur un certain nombre de choses. Et puis je vais vous dire, j'ai un avantage, c'est que j'ai 72 ans. Et que mes perspectives politiques sont plutôt derrière moi. Donc ça me permet de dire les choses comme je les pense. Alors permettez-moi de dire Monsieur Gérard, parce que vous êtes un personnage, je ne vous connaissais que très peu, je viens de découvrir un homme de valeur et je voudrais vous remettre en avant, donc on va passer cette interview. Je voudrais également remercier Cyril, notre technicien, et vous donner rendez-vous prochainement sur Mon Quotidien sur YouTube.